Action. Bonjour à tous, bienvenue chez CitéFab, le coworking dédié aux professionnels de l'immobilier, du bâtiment, de la construction. Et nous sommes aujourd'hui tous présents pour notre Café Tech 10 avec Samuel de Saint-Laurent, notre partenaire de la French PropTech. Et nous accueillons aujourd'hui Anne-Sophie Reynaud. Bonjour. Et Dinedoc. Philippe Escogido, Dinedoc. fondateur de Dinedoc. De Dinedoc. Alors qu'est-ce que Dinedoc? T'as appris ta Vous allez leçon? nous dire. Ils font du BIM. BIM, Ils ont bam, une boum. plateforme collaborative. On fait du BIM. Hein, La digitalisation dans l'immobilier. Qui aide à la On digitalisation. digitalise les projets immobiliers, les agences, les projets. On accompagne. Eh bien, c'est à vous et nous sommes vous ravis laisser la de vous parole. rencontrer aujourd'hui chez CitéFab avec la French PropTech. Super. Bon. Le temps de mettre Impeccable. le micro. On est là. C'est à vous, Philippe, Anne-Sophie. Merci beaucoup. On ne te voit pas dans la caméra. C'est un plaisir d'être là, de démarrer ce partenariat avec CitéFab et French PropTech, puisque c'est notre première réunion et activité en commun. Il y a énormément de choses qui se passent autour de la digitalisation, des projets immobiliers, des acteurs de l'immobilier. Il y a énormément de besoins de partage, de recréer du lien. Et pas simplement dans les projets BIM, de recréer du lien dans l'activité professionnelle. On en parlait tout à l'heure, on a perdu des personnes qui étaient les assistants de projet, les secrétaires de projet. Donc ces gens-là n'étant plus là, c'est aux gens qui produisent de créer ce lien entre eux. Et là, aujourd'hui, c'est un moment privilégié pour faire le lien, parce qu'il n'y a pas que le boulot, il y a aussi se connaître pour mieux travailler ensemble après, se présenter. Et donc, on va essayer avec Anne-Sophie de vous présenter Dinedoc, le produit, les services, la vision, tout ça. C'est ça, l'histoire. L'histoire. Et de répondre à vos questions surtout, parce que Et de répondre à toutes les questions. voilà, c'est comme ça, en rentrant dans le concret, que vous comprendrez mieux la solution. Donc l'histoire de Dinedoc, alors au départ, moi c'est une société que j'ai créée en 2004, qui s'appelait pas du tout Dinedoc, c'est une société d'assistance à maîtrise d'ouvrage. On pilotait des projets, enfin on faisait de la programmation stratégique, de la programmation technique, programmation fonctionnelle, de l'accompagnement, de la conduite d'opération, même des fois de l'OPC, sur des projets essentiellement publics, des établissements de santé, médico-sociaux, voire un peu de culturel et d'éducatif, mais surtout de la santé. Et on pilotait des projets compliqués où il y avait un double enjeu, puisqu'il y avait des gens qui travaillaient dedans, puis on se projetait dans un nouveau bâtiment, une nouvelle organisation. Et il fallait arriver à suivre cette évolution et construire cette évolution. Et on a commencé à travailler dès 2009 sur une solution en interne de gestion de projet, de gestion de décision qui tenait compte de cette double vie qui était un établissement complexe, c'est-à-dire il produit son service et puis en même temps il se restructure tout le temps. Et finalement c'est l'histoire de la vie des gens puisqu'on est tout le temps en train de faire quelque chose mais on réfléchit à la suite. Donc Dinedoc a été développé pour répondre à ce problème de simplification, de sécurisation et de qualité de l'information utilisée pour décider ce qu'on fait dans un projet de construction, dans un projet d'exploitation, dans un projet d'évolution d'une organisation et donc essentiellement autour de l'immobilier puisque c'est 80%, 85% de notre chiffre d'affaires est lié à l'acte de construire. Donc 2009, début du projet, on a commencé à travailler sur la solution, on a développé, j'ai embauché à l'époque un premier informaticien qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est toujours là derrière nous puisqu'il est l'associé directeur technique, Nabil Gebar. Et il a conçu la solution petit à petit et en 2018 on avait suffisamment vendu des prestations de plateforme Dinedoc en plus de nos prestations d'AMO pour dire maintenant il faut faire un choix. Soit on est AMO, on continue à se mettre entre le marteau et l'enclume, pour ceux qui connaissent le métier d'AMO, c'est un peu la vocation qu'on a. Soit on décide, comme je disais, arrêtons d'être pompiers, on va vendre des lances à incendie et des casques, et ça va être très bien, donc on est devenu éditeur de notre solution de gestion de projet, de gestion de documents. Et donc en 2018, on est devenu éditeur de logiciels. Alors, je fais un petit raccourci, Anne-Sophie, tu m'en voudras pas. Pourquoi Anne-Sophie est là parmi nous? C'est parce que justement, moi j'ai compris en 2021 que j'étais éditeur de logiciels alors que je l'étais devenu en 2018. C'est-à-dire que la posture du dirigeant dans sa cabine de pilotage, c'est qu'il ne sait pas bien, il sait où il veut aller, mais il ne peut pas forcément le formaliser, le dire, le marketer. Donc Anne-Sophie nous a rejoint au début de l'année, justement pour piloter les partenariats, le développement commercial, l'image de la société. Et c'est donc pour moi un vrai plaisir, et je le dis, de travailler avec toi parce que enfin, je peux avancer dans une direction qui est annoncée et qui est visible. Voilà. Sinon, de toute façon, je l'y contrains. Donc.
Et sinon, un petit peu de... C'est quoi le cap? Voilà. Et en 2023, là aujourd'hui, on... Sophie, d'ailleurs. Comment On a bien commencé ensemble. Et ça a commencé, voilà, et du coup, la participation c'est vrai, aujourd'hui, moi, ça vient de ça. Matérialisé. Alors j'en profite quand même pour dire qu'ici présente Raphaël Ishkinazi qui a fait quand même toute l'image, tout le graphisme de Dinedoc au moment où on a décidé de devenir des éditeurs de notre logiciel. Merci beaucoup pour la qualité et la vision que tu as eue parce que c'est le seul logo qu'on ait gardé quand même plus de 2 ans depuis le début de la boîte. En 2023, on lance énormément de nouveaux produits, on grossit, on se structure. Aujourd'hui, on est 10. On va raconter tout ça dans les slides suivants. L'offre, quand même, savoir exactement ce que l'on fait et pour qui. Eh bien, Philippe, avec son passé d'AMO, vous pouvez comprendre que la plateforme a été créée avec cette vision-là, cette vision de rendre service à la personne qui va gérer finalement le projet de l'acte de construire, entre autres, et faire intervenir donc toutes les personnes qui doivent être là, les archis, les bureaux d'études, même les bureaux de contrôle. On invente aujourd'hui à partir de CEGED, ça fait un moment, des liens vers les bureaux de contrôle pour... Tu peux dire GED, ce que c'est? GED, ah oui, gestion électronique de documents. Bon alors, GED, c'est un terme très très générique qu'on pourrait finalement traduire par alors plateforme SaaS aussi. Vous entendez parler des plateformes SaaS. Les CDI, système d'échange de données informatiques. Ouais. Il y a plein de termes pour Dans les CCTP, oui, souvent on voit CDI. Voilà. Alors, ces termes-là, la GED, c'est un petit peu old school comme vision, mais finalement, c'est un processus de documentation, de bibliothèque documentaire. Voilà. Et je dis processus parce que c'est souvent associé justement à une méthodologie plutôt interne aux structures et ou développée ici pour des projets. Donc, l'offre, eh bien, un éditeur de logiciels, qu'est-ce que ça fait? Ça édite des logiciels et nous, on crée nos propres modules. Donc, la technologie, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est une technologie open source. Donc, c'est réversible, c'est quelque chose que tout le monde, que le monde entier finalement développe. Et on a la chance, grâce à Nabil Jebar, tu m'arrêtes si je dis des bêtises techniques, mais grâce à Nabil Jebar et son équipe, finalement d'avoir une très bonne maîtrise de toute la dimension adaptation, on va dire un anglicisme, customisation, finalement, selon les besoins de cette technologie, donc Alfresco open source. Ce qui est pas mal, c'est qu'elle est donc ultra adaptable. On peut facilement, toute proportion gardée, développer des modules très personnalisés en fonction des besoins des clients, mais on a évidemment pour tout ce qui est construction, donc toute la gestion de l'acte de construire, comme je le disais tout à l'heure sur la plupart des phases de l'acte de construire, du montage jusqu'à l'exploitation maintenance, on va développer des modules, et là dont on dit qu'ils sont étagères, c'est-à-dire que demain vous avez un projet de construction d'un bâtiment hospitalier, eh bien vous allez avoir besoin de déposer des documents, d'échanger déjà avec l'archi, le bureau d'études, etc. pour la faisabilité du projet. On met en place la fameuse plateforme, login, mot de passe. Vous rentrez, ces logins et mots de passe sont associés donc à des personnes, à des groupes de personnes, et ces groupes de personnes vont avoir des droits en fonction de leur rôle. Voilà. Donc c'est ça que la GED et que la plateforme va organiser. Et tous les processus derrière de collaboration, prévisionnel de rendu de documents, validation des documents, rangement des documents, diffusion des documents, plus tout un tas de fonctionnalités que je vous montrerai peut-être tout à l'heure, de visionnage, oui, c'est etc. peut-être plus intéressant, c'est d'être dans le cœur du réacteur et de voir le métier en ligne. Donc il y a la dimension bibliothèque et puis il y a la dimension ensuite, ce qui est intéressant, outils de travail. C'est-à-dire que pour chaque tâche, quand on est dans le fait de construire, pour chaque tâche, on va mettre en place un module qui vient chercher la documentation, qui associe une méthodologie finalement à la documentation. Donc ça c'est très pratique, notamment sur des sujets de BIM, parce qu'on entend beaucoup parler de BIM, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment dans le BIM? Et bien sûr, la dimension BIM, on va avoir accès à une visionneuse, donc on peut visionner tout type de documents finalement dans Dinedoc, l'IFC, DWG, etc. Et on va associer cette capacité de voir la maquette et comme la maquette le permet, d'isoler des objets et bien d'être directement relié aux propriétés de ces 10 objets. Voilà. Donc, on parlera plus avant de la puissance d'associer la documentation à cette typologie d'outils, de méthodologie qu'est le BIM. Donc on conçoit nous-mêmes nos solutions, on les édite, on les vend, on les maintient.
Et on le fait aussi pour des gros maîtres d'ouvrage qui ont eux-mêmes adhéré à Alfresco, en l'occurrence. Peut-être que je te laisserai citer si on peut. Les modules que nous développons pour l'acte de construire, Philippe connaît ça par cœur, bien entendu. Et puis on travaille aussi, on est de mèche avec des architectes, des maîtrises d'ouvrage de plus ou moins grande taille et de plus ou moins grande organisation. On commence à gérer, quand on est au projet, des projets qui commencent à peu près à 5 millions d'euros, mais ça peut être moins. Et on fait aussi, c'est la prochaine slide, on vous montrera, la partie finalement gestion de la structure. C'est ce qu'on fait par rapport à, vous connaissez sans doute pas mal de nos concurrents, pour ceux qui sont spécialisés sur le secteur. On entend beaucoup parler d'un certain nombre de confrères qui sont également des plateformes de gestion et de suivi de projets. Eux ne font pas je suis déjà chez vous, architecte, ou chez vous, maîtrise d'ouvrage, pour vous aider à gérer votre quotidien. Parce que finalement, quand vous êtes un archi, vous avez besoin de passer d'un projet à l'autre. Et ils sont associés des contrats, des temps, des feuilles de temps, des tâches pour chaque projet et chaque personne qui vont être amenées à intervenir sur le projet. Donc voilà, naturellement, une JET s'est fait aussi pour, comme un intranet, organiser l'interne. C'est ce qu'on a développé par ailleurs chez Dinedoc. Voilà, et la partie conseil, évidemment, puisqu'il y a quand même une grande maîtrise de ces sujets. Oui, voilà. L'origine du projet, c'est d'être sur le terrain. Les premières plateformes, on les a conçues en travaillant. Je revenais du chantier, je disais putain, il faudrait que ça fasse ça. Je revenais d'un maître d'ouvrage qui avait des problèmes plus larges. Je disais on va l'organiser comme ça. Et on trouvait la fonction dans Dinedoc petit à petit. Donc de 2009 à 2016, ça a été ça, du développement entre l'atelier et le terrain. Et à partir du moment où on est devenu que éditeur, donc j'étais moins sur le terrain des opérations, en fait on a fait ça avec nos clients. Donc on a organisé une relation avec nos clients et notamment on va dire ce qu'on appelle les plateformes un peu laboratoires, les gros chantiers, les grosses maîtrises d'ouvrage, pour lesquelles on a énormément de cas d'usage qui permettent d'enrichir constamment la conception de l'outil. Et là, on le fait également maintenant avec des écoles, puisqu'on met à disposition des écoles la plateforme pour dire, on fait, alors, je suis prof dans un master de BIM par exemple à Polytech, je leur laisse la plateforme pour qu'ils puissent l'utiliser et ça nous fait un retour d'expérience. Parce que eux, ils sont sur le terrain de leurs études et ils vont voir des projets. On le met à disposition des petites structures, soit dans des tarifs complètement bradés au prix de revient des serveurs, soit même certaines fois sur des phases de test de 6 mois, pour que les gens puissent s'emparer de la question de un outil digital me fait gagner du temps par rapport à m'envoyer des mails et chercher dans mes serveurs. Mais au départ, le changement d'habitude, c'est quand même un investissement mental, un investissement financier. On hésite. Nous, on leur dit, t'embête pas avec l'argent, tu vas l'essayer pendant 6 mois. Nous, on va t'aider au départ. Après, tu n'auras pas tout le service d'accompagnement parce que forcément, c'est quand même du temps. Et là, le temps, il est précieux. Mais si tu te sens de t'auto-instruire avec cette amélioration qui t'est possible par l'outil, fais-le. Et après, derrière, les gens, soit ils nous recommandent, soit ils nous font un retour d'expérience et on est encore gagnant, soit ils finissent par prendre une plateforme pour eux parce qu'ils s'aperçoivent que leur besoin, il est satisfait par la solution. Donc c'est vraiment une manière d'apprendre ensemble et de construire ensemble la solution et de partager en fait. C'est très, très, très important. Ah oui, puis je peux me permettre de faire une petite transition, oui. Parce que la raison pour laquelle aussi on a eu envie de travailler ensemble, c'est parce que moi-même je viens de l'univers du conseil, plutôt conseil juridique. Je travaille dans un cabinet d'avocats qui est spécialiste de la construction et de tout ce qui était investissement dans l'immobilier. Et j'ai accompagné finalement la transition digitale de ces métiers-là. Donc quand on s'est parlé, on s'est dit mais en réalité on a 80% de notre métier, ok, il y a la solution, le logiciel, l'adaptabilité, les technos, mais il y a aussi et avant tout digitaliser un métier et faire en sorte d'accompagner le plus possible finalement l'humain pour être plus performant. Et puis aussi c'est un facteur différenciant sur le marché, c'est notre valeur commune, entre autres. Donc voilà, c'était un peu le sujet aussi d'accompagner cette digitalisation. Donc la proposition de valeur, on l'a un peu évoqué, hein, donc les clients auxquels on s'adresse et auxquels on s'adresse à travers Cité Fab et à travers la French PropTech sont les acteurs de l'acte de construire ou d'exploiter des bâtiments. On va construire et même déconstruire parce qu'on travaille sur des projets de déconstruction. Donc les maîtres d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, les entreprises générales et d'une certaine manière les experts liés à l'acte de construire. Et à chacun, il y a, je dirais, un bénéfice de maîtrise des données,
de prévenir du litige, de gérer les délais, d'anticiper les problèmes. Donc ça va être plutôt la problématique du maître d'ouvrage. Il veut être certain, il paye tout le projet, il veut être certain que tout ce qu'il fait, chaque fois qu'il fait quelque chose, il ne veut pas que ça dérive. C'est un peu comme le producteur dans un film. Il va mettre des gens dans un poste, mais à un moment donné, s'il entend que ça dérive, il faut qu'il puisse dire attention, on est en train de dériver. Donc il a besoin d'informations, il a besoin de certitude du circuit d'information. Les maîtres d'œuvre, parce qu'ils sont sur le terrain, c'est eux qui donnent les instructions aux entreprises en faisant la conception, c'est eux qui donnent les instructions aux entreprises sur le suivi de chantier, sur les réserves, sur les visas d'études d'exécution. Donc le maîtrise d'œuvre a besoin de ce circuit et il gagne énormément de temps sur la coordination des informations que permet une plateforme de collaboration comme Dinedoc. Et de la même façon, le serviteur de tout ça, c'est-à-dire l'entreprise ou les entreprises générales ou les entreprises qui représentent sur un projet qui coûte, mettons, 100 millions de toutes dépenses confondues, mais l'entreprise, ça va être 85 millions de dépenses, c'est 85% des dépenses à peu près. L'entreprise, elle, pareil, si elle est dans un circuit de décision et d'information qui fonctionne bien, en fait, elle est gagnante et donc ça ne va pas lui coûter à elle du temps d'utiliser un système performant pour diffuser ces informations qu'elle soumet aux autres et ça va lui permettre également d'alerter son maître d'œuvre ou son maître d'ouvrage d'une dérive. Donc le côté un petit peu partage et collaboration, c'est que tout le monde est au même niveau d'information. Alors ceux qui ont fait du chantier, on arrive en réunion, chacun a son tableau Excel de suivi des études d'exé et on est en retard de combien et on se fout sur la gueule déjà pour savoir qu'est-ce qui est à faire cette semaine. Alors qu'à partir du moment où on a mis en place une plateforme, la certitude de ce qui est en cours est liée, la certitude du niveau de validation des documents est liée et on n'a pas à discuter et on sait retrouver le bon document. Donc c'est la plateforme qui amène cette sécurité-là. Et donc du coup, deux offres. C'est ça, on a imaginé, enfin c'est pas on a imaginé, c'est que dans les faits, finalement, la nature a horreur du vide. On a besoin de gérer son quotidien, mais c'est pas notre métier. Donc on essaie de le faire le mieux possible. Donc on a une arborescence, une espèce d'intranet donc à travers cette GED, une plateforme en ligne à laquelle tout le monde peut accéder avec son login et son mot de passe, donc le bon niveau de vue des documents qui me concernent finalement. Pour un salarié, ça peut être d'avoir accès à sa feuille de temps ou que sais-je, et puis pour la RH, d'avoir accès au bulletin de paie de tout le monde, d'avoir accès à j'ai payé un prestataire, j'ai mon tableau de gestion de mes contrats, etc. Donc dimension facturation, RH, etc. J'en passais des meilleurs sur finalement le fonctionnement global d'une agence, on va l'appeler agence, puisque ça concerne à la fois l'entreprise générale, les agences en direct et les maîtrises d'œuvre, comme les maîtrises d'ouvrage sur leurs fonctionnements internes. Et comme on connaît bien le métier, par opportunité, on va ouvrir des multi-projets finalement, on va appeler ça les petits, la plateforme mère et les enfants, et on va ouvrir ces projets pour donner accès finalement à la globalité des projets, voilà, et pouvoir les gérer. Et derrière, vous imaginez la richesse de ce que ça peut produire, c'est-à-dire qu'on va générer de la donnée, on va avoir un tableau de bord de pilotage finalement de notre activité, quel chantier est en retard, autant que ma gestion interne de voilà mes fournisseurs à payer, etc. Donc voilà, c'est vraiment le but, c'est toujours l'or noir de la data, comment on va faire pour mieux s'organiser et de traiter nos données. Vous les traitez, ces données, vous les analysez aussi. Alors, il y aurait autant que potentiellement. Nous, en fait, alors la donnée appartient au client. Oui. On gère l'intégrité, la sécurité, l'accessibilité aux bonnes personnes, aux ayants droit garantis, mais on ne traite pas la donnée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas. Il y a une indexation des documents, on peut les retrouver. On a un moteur de recherche qui permet de retrouver à l'intérieur des documents un mot. Si je cherche le rapport de la PAV qui parle d'Acroterre, je vais chercher dans le bon dossier, je vais vite le retrouver. Mais on ne traite pas la donnée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la. Le tableau de bord, c'est l'avancement des décisions. Tu prévois un projet où il va y avoir 200 documents à livrer avec 20 personnes concernées. Il y a un planning qui a été fait. Où j'en suis dans ce planning, où j'en suis dans la validation. Est-ce que je suis en train de me dériver sur la production des livrables? J'ai un chantier qui doit avancer avec des jalons. Et à un moment donné, quand il y a un jalon qui est franchi, il y a un PV de réception partielle où il y a une attestation d'avancement de l'architecte. Si elle est planifiée, elle est rentrée dans le système. Et là, le système nous dit c'est bon, on a passé le jalon, en retard ou pas.
Je sais que j'ai prévu de couler la semaine prochaine la zone ouest et puis je vois mes plans d'exé, je les cherche directement dans mon tableau. Est-ce que j'ai dans le lot gros œuvre des plans de la zone ouest qui sont validés? Non, j'ai un problème, vite, réunion, qu'est-ce qu'on fait? On coule ou pas? Parce que tu as ce problème de retrouver le bon document, savoir s'il est valable ou pas. Et si jamais tu ne l'as pas retrouvé et que tu ne sais pas s'il est valable, tu nages dans l'inconnu complet, quoi. Oui, dans le traitement, c'est un traitement objectif. C'est-à-dire que nous, évidemment, on ne voit pas la donnée, soyons clairs. RGPD, on est très conforme. Tous ceux qui gèrent de la donnée, toi le premier, tu sais bien, on ne touche pas à la donnée de nos clients, bien entendu. On crée les tunnels d'accessibilité à la donnée et on les trie selon les analyses que nous demandent ce qu'on appelle les critères, les indicateurs de performance ou les critères que nous demandent nos clients. Voilà, donc on met en place des tableaux de bord à la demande du client avec une donnée structurée selon les besoins du client, effectivement. Voilà. Donc voilà, pour des agences, vision globale de l'agence avec plus ou moins d'indicateurs. Pour un chantier, vision globale du chantier, plus ou moins d'indicateurs et donc dans certains cas même des clients qui ont une gestion d'agence et des gestions de leur chantier, forcément. Voilà. Donc on intervient, alors aujourd'hui ça c'est vraiment pour vous dire qu'il n'y a pas tellement de limites à l'utilisation d'une plateforme. Sur les différentes typologies de clients ou différentes typologies d'ouvrages sur lesquels on intervient, défense, santé, patrimoine, infrastructure, logement, industrie, de la phase de la programmation initiale jusqu'à la mise en place de l'exploitation maintenance, voire en accompagnement d'exploitation maintenance. Il y a un hôpital pas loin d'ici, toute sa documentation liée à l'exploitation maintenance est sur Dinedoc. Ils ont je ne sais pas combien de téras de données. On travaille pour l'armée, on est en train de mettre en place la démarche BIM au sein du réseau intradef de l'armée, donc dans une zone où il n'y a même pas Internet. Ce qui rajoute un petit peu la complexité, mais c'est un réseau Internet privé de l'armée. Web. C'est web interne, quoi. Ouais. On travaille sur les hôpitaux marseillais, je dirais qu'on les a quasiment tous abordés au moins une fois, mais en France sur plusieurs projets hospitaliers. Et on a eu quelques opérations avec des promoteurs sur du pilotage d'opérations de logement. Alors là, c'est assez intéressant parce que l'opération de logement, c'est on va dire du haut débit d'efficacité. Les archis ne sont pas payés cher, les maîtres d'œuvre ne sont pas payés cher, les entreprises se font rincer, tout doit être plap, et à la fin la chambre fait 7 mètres carrés si l'archi n'a pas expliqué assez fort à son client qu'elle devait faire au moins 9 parce que c'est la loi. Mais en attendant, dans un projet de logement à 5-6 millions d'euros, on a besoin d'un système d'information et le moment où le maître d'ouvrage, donc le promoteur, décide de le faire, il va gagner le temps de ses chargés d'affaires, il va gagner sa sécurité, sa fluidité d'opération. Et on a en Suisse un promoteur par exemple, qui nous a confié une 50aine d'opérations, on lui a fait tout son ERP, donc ça va très loin. Vous avez une idée du gain d'efficacité justement qu'on fait gagner Dinedoc sur Alors oui, ce qu'on ne peut pas mesurer c'est la diminution du risque juridique, la diminution du risque contractuel. Moi j'ai plusieurs retours d'expérience. Toutes les réunions d'audit, de commission de sécurité, d'audit financier où tu dois présenter à un moment donné de l'information vite, voire même on te la demande au dernier moment, à partir du moment où tu as utilisé une plateforme et qu'elle est bien fournie, tu es garanti à 100% de répondre à la question. Et ça, rien que ça, c'est un gain. Alors les commissions de sécurité, moi j'en ai fait une trentaine avec Dinedoc, j'en ai jamais raté une, mais ce n'était pas que grâce à Dinedoc. Mais ça fait vraiment une garantie d'information propre. C'est-à-dire que le dossier, alors même pareil, le dossier SPS, le jour où tu as une inspection du travail qui débarque sur le chantier, qui sait retrouver tout le dossier SPS vite, tout de suite. Quand il y avait Dinedoc, tu sais le retrouver, c'est en 2 secondes, tu l'as, tu l'envoies, tu le partages, il peut le lire, le mec il a reçu son mail, c'est nickel. Donc là il y a ce gain de sécurité direct. Ensuite il y a le temps que tu gagnes. Ne pas chercher dans tes mails la bonne pièce jointe, ne pas renvoyer un mail parce que tu as fait une modification du document et le document n'est plus à jour, ne pas perdre le mail parce que la boîte mail est pleine et que tu as reçu, voilà, des trucs comme ça. Donc utiliser le bon document vite et travailler et partager rapidement à tout le monde. Là moi j'ai estimé que tu gagnais entre 45 minutes et 1 heure par jour quand tu étais chef de projet dans la phase où tu fais de l'animation. Après, quand tu produis du document, non, ça ne te fait pas écrire plus vite. Mais sur le temps de coordination, c'est facilement 15% du temps que tu gagnes. Et je dis facilement parce que c'est très vite, c'est facile de gagner du temps. Et nous, c'est un argument quand on déploie Dinedoc, c'est-à-dire qu'on fait gagner du temps tout de suite aux gens. Et donc, ils disent
Comme on disait, ça fait une fois, j'ai une dame en démo, elle a pleuré tellement elle s'était aperçue le temps qu'elle avait perdu sur un projet, mais je t'assure. Et le mec, le lendemain, il crie, en vrai, il fait waouh comme ça. Et du coup, on avait dit, putain, ça fait pleurer les femmes et ça fait crier les hommes, c'est un peu bizarre notre truc. Mais c'était ça, c'est-à-dire que ça fait vraiment, tu fais gagner du temps, donc le bénéfice, il est sur le temps. Tu es sûr d'avoir la bonne information, tu es sûr qu'elle va arriver vite. Et puis, tu as le côté disponible, c'est-à-dire comme il y a la visionneuse dans la plateforme, les gens peuvent utiliser l'information même sur leur téléphone, même sur leur ordinateur, même s'il se passe chez eux. Et même un des WG, un IFC, ils vont pouvoir le lire, donc ils vont pouvoir travailler déjà et documenter un petit peu leur décision. Sinon, tu es quand même comme un couillon si tu n'as pas, ta visionneuse. Donc ça, c'est les bénéfices directs. Et après, le bénéfice indirect, c'est en cas de litige, en cas d'audit. Voilà, la réglementation, toute la dimension réglementaire, on encadre tout ça. Tu anticipes les problèmes, tu peux structurer une obligation de dépôt de documents. Oui. Pour l'assurance. Alors, il n'y a pas encore d'impact sur les assurances dommages ouvrages du fait d'avoir mis en place une GED, mais il y en a. Non, mais si, on va échanger puis montrer la plateforme aussi peut-être. Oui, alors sur les opérations BTP, on vous a décliné finalement les 3 produits, donc c'est pas la peine d'y passer trop de temps. En gros, 450. Ouais. Alors on les compte plus maintenant vraiment bien, mais 450 projets, on a livré plus de 400 bâtiments avec Dinedoc et en tout, il y a eu 15 000 utilisateurs, donc ça commence à avoir un peu de bouteilles. Sans doute plus en réalité quand on fait la ratio. 15 000, ils sont. Le Link Beam. Donc là, c'est un petit focus sur un module, mais je le présenterai peut-être tout à l'heure. Voilà. Pour faire simple, on a donc un socle de gestion documentaire et des modules de collaboration qui se greffent dessus. Comme pour y avoir un logiciel de compta qui prend les factures quelque part et qui les gère bien pour être sûr de les avoir dans le système de compta. Là, on gère tout. Voilà, tout ce que vous avez besoin de gérer. On n'a pas encore fait une GMAO. Mais c'est dans les tuyaux, dans la tête en tout cas. Et gestion des ouvrages, gestion de la maintenance. Mais on fait donc les suivis des réserves, les suivis des situations, les suivis des contrats, les appels d'offres, les visas de plan, les prévisionnels de plan, les feuilles de planning d'OPC. Donc évidemment tous les systèmes de GED et de workflow de validation de documents, les feuilles de temps, le coffre-fort RH de l'agence, les demandes de congés. On fait ça on a commencé ça pour les Suisses, ils font leurs demandes de congés sur Dinedoc. En fait, presque tout ce que vous allez vouloir faire pour simplifier du temps et pas forcément acheter des milliers d'outils ou des outils qui ne marchent pas bien, qui sont trop compliqués, on va le faire en peu de temps. Et idem pour on était parti sur Management Pro, c'est pour ça. Alors en résumé de tous les bénéfices qu'on a présentés à utiliser une plateforme comme Dinedoc, vas-y. Je vais le présenter parce que je vais préciser. Le slide est tout frais, donc je vais juste dire les choses exactement comme je l'ai dit. C'est basé sur de l'open source. Donc Anne-Sophie a cité Alfresco. Il y a également d'autres éléments open source qu'on a intégrés, de visionneuses, de visioconférences, qui nous permettent de garantir un niveau technologique aux clients de l'usage de ces documents, donc sécurité de l'information, accessibilité de l'information, etc., qui ne dépendent pas de nous et qui peuvent même être renvoyés chez le client si demain il disait j'arrête Dinedoc, mais je veux les mêmes performances de base. On est capable donc d'être réversible complètement, des données et des usages, et on est donc très facilement interopérable, puisque comme c'est des systèmes qui ont été conçus pour ça, en gros, c'est pas comme si demain tu disais je veux appeler LinkedIn pour avoir la liste de toutes les fois où j'ai fait un post. Non, tu vas dans LinkedIn, tu prends tes posts un par un et il ne te sort pas un tableau Excel. Nous, si demain un client nous demande une extraction de ces données qui n'étaient pas prévues, on va lui sortir un Excel dans l'heure qui suit. Et si ça paraît pertinent, on va même créer le module d'extraction pour lui permettre de faire ça. Donc c'est vraiment développé sur l'idée d'être réversible, interopérable. Vous êtes propriétaire de vos données, nous on sert votre usage. Donc tout le côté multifonctionnel, multiprojet, ça on l'a décrit. Et un point important, c'est qu'il y a un vrai support. C'est-à-dire que la notion de service, une fois qu'on a formé les gens, paramétré la plateforme, il va y avoir quand même un besoin d'accompagnement, de dynamisation de la démarche, parce que sinon c'est pas efficace. Donc le support, on l'appelle, il y a quelqu'un qui répond, on est à Marseille. Il y a au moins 2 personnes au bureau qui répondent. C'est tous des salariés, c'est pas sous-traité. Donc ça marche très bien. Et après, voilà, les arguments fonctionnels
métier que tu peux décrire du coup, si tu veux, donc sur les atouts, tableau de bord, etc. Oui, alors les atouts en termes de gestion de la donnée notamment, c'est tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est cette capacité à finalement cette grande flexibilité à mettre en place des critères selon, autant que de besoins et selon les besoins du client. Donc on va pouvoir gérer les enjeux, vous l'aurez compris, entre le maître d'œuvre et le maître de la maîtrise d'ouvrage ne sont pas les mêmes, et idem avec l'entreprise générale. Donc on va être en mesure de mettre en place le bon tableau de bord pour les bons acheteurs, les bons utilisateurs. Ça, c'est le premier point. On a balayé rapidement les sujets de sécurité et de réglementation. Évidemment, tout est RGPD compliant et il y a vraiment des systèmes qui nous permettent de mettre en place des vraies murailles de Chine entre les différents intervenants, chacun avec ses droits et selon ce qu'il doit voir. On fait en sorte, donc il y a une politique liée aussi au RGPD qui nous permet vraiment de sécuriser tout ce qui est tout le sujet d'archivage et d'accès à l'information. Et puis après la dimension module, c'est-à-dire que comme vous avez un socle GED qui vous permet d'organiser, un socle d'Inedoc qui vous permet d'organiser votre activité, vous allez pouvoir, selon les modules que vous allez y adjoindre, toujours décliner l'activité et le résultat escompté. Donc l'infrastructure, au départ, c'est des serveurs OVH qu'on prend nous depuis le début, même quand ça brûle, on ne perd pas les données, parce que ceux qui l'ont vécu, mars 2021, on a passé quand même une petite journée difficile pour tout redémarrer. Mais en gros, l'infrastructure, ça peut être chez le client. Donc on a des clients qui ont leur serveur d'Inedoc chez eux parce qu'ils gèrent en interne je pense notamment à une boîte de géologie où ils ont des cartes, et que la carte fait 300 mégas minimum si c'est pas 1 Tera. Du coup, les prendre en ligne pour pouvoir les ramener et travailler dessus, c'était trop long pour eux. Donc on a installé Inedoc sur leur serveur et c'est en fait depuis l'extérieur qu'ils peuvent accéder à leur serveur sur d'Inedoc qui est chez eux. Pareil pour l'armée, donc comme je disais tout à l'heure, cette possibilité de mettre l'infrastructure de stockage là où le client la souhaite, de créer les sauvegardes là où le client souhaite, même la sauvegarde sur son poste de travail. On gère le côté infra. Donc gain de temps, gain de productivité, sécurité, on l'a évoqué. Et évidemment, en termes de tarification et d'offres, on est vraiment dans une logique de il faut que ça soit clair, que ça soit transparent. Il n'y a pas d'engagement, à part les 3 mois, on va dire, de démarrage où effectivement, si le client il démarre, de toute façon, il démarre, donc on ne va pas s'arrêter au bout de 10 jours. Mais on ne demande pas d'engagement particulier, sauf si quelqu'un décide de s'engager. À ce moment-là, il a une remise parce qu'il dit je prends 3 ans. À ce moment-là, oui, il y a une certitude pour nous, il paye à l'année, il paye moins cher, c'est normal. Voilà, donc l'idée c'est que cette expertise qu'on a du métier, cette capacité informatique qu'on a, cette capacité d'accompagnement de la digitalisation, c'est, on pense pour nous, un vrai levier d'amélioration de vos organisations, de votre travail, et ça peut être préconisé aux clients évidemment, comme utilisé chez soi. Bon, l'équipe, voilà. L'équipe dirigeante. Donc ne sont pas là aujourd'hui le directeur technique Nabil Gebar et le directeur financier Lionel Ratry. Lionel, pour l'histoire, il est rentré au moment où on avait vendu l'activité d'AMO et qu'on avait quand même du coup perdu un petit peu de chiffre d'affaires et qu'il a fallu structurer l'aspect financier de la boîte pour ne pas se retrouver comme des imbéciles qui n'ont pas financé leur nouvelle croissance. Donc à tous ceux qui démarrent leur activité, financez votre croissance avant de la démarrer, sinon ça passe juste. Mais on est passé et donc il faut une bonne stratégie financière, il faut une bonne stratégie commercial, il faut une bonne vision technique et puis une envie et des idées, ça c'était moi et donc ça continue à être réel. Alors pour faire simple, les 4 valeurs auxquelles on est arrivé, c'est notre engagement de valeur indépendamment du fait qu'on produit d'Inedoc. C'est l'ergonomie, la technologie, le service et la RSE. L'ergonomie, parce que si vous faites un outil que vous mettez dans les mains des gens, que ce soit une tronçonneuse, un bateau ou une solution digitale, si ce n'est pas adapté à l'usage, ça ne va pas bien fonctionner. Et donc on est tout le temps en train d'améliorer l'ergonomie de la solution. On a des bons retours sur notre ergonomie quand même, et c'est tout le temps en train de s'améliorer. La technologie, parce que on fait un produit techno,
Il faut qu'on soit à la pointe de la techno et on a fait des choix au départ, par exemple, d'avoir un serveur par client. C'était un choix technologique de sécurité et d'adaptabilité de la solution. Aujourd'hui, il se révèle extrêmement payant puisque presque nos concurrents aimeraient bien pouvoir faire ça, mais sauf que s'ils se mettent à passer dans ce mode-là, ça leur coûte quasiment une vie. Alors que nous, c'est comme ça qu'on est là depuis le début. Il y a un client, il a son serveur et il a sa possibilité d'être sécurisé et d'être adapté pour lui. Et ça nous permet de passer auprès de comptes un peu compliqués, comme l'armée, dans le domaine de la défense, de l'hospitalier ou justement de la justice, où là on va être sur un super secret gardé, voire sur des serveurs complètement isolés, avec un niveau de sécurité très élevé, un niveau de... Donc c'est une bonne stratégie, oui. Ça nécessite une vraie agilité technologique et d'infrastructure, mais voilà, c'est le pari réussi d'Inedoc. Ouais. Et la notion de service, parce que comme on était au départ une société de service, et tous ceux qui participent à l'acte de construire savent que tu signes un contrat, puis après tu vas au bout, tu livres, de toute façon, même si c'est pas... on t'avait prévu 100 heures de boulot, tu en fais 120, c'est comme ça, voire 150. Donc cette notion de service, on l'a gardée. Alors ça surprend beaucoup les clients de pouvoir avoir un support qui répond au téléphone, d'avoir des gens qui traitent les trucs en moins de 2 jours et souvent en moins de 2 heures. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne, nous, naturellement. Et du coup, ça donne un résultat dans la relation et dans le bénéfice, c'est que j'ai mis en place un outil digital. J'appelle, tous ceux qui ont travaillé dans des grosses boîtes, j'appelle la DSI, j'ai un problème sur mon PC, je vois un ticket. Voilà, ceux qui ont fait l'expérience du ticket chez Dinedoc verront que ça va très très vite. Et puis un point vraiment important, alors là, j'aime pas trop le greenwashing et le social washing, mais pour faire simple, la société qu'on a créée, on essaie de la faire à l'image de la société qu'on voudrait avoir dehors. Alors je parle pas des jours où ça crie et ça pète, mais la société où on va dehors, c'est-à-dire respectueux, à l'écoute, efficace, droit à l'erreur. Un salarié a un problème, il en parle, il part 2 heures plus tôt, c'est pas grave, il rattrapera 16 heures, mais on n'est pas dans l'urgence, du chantier. Et s'il y a des urgences à assumer, c'est les dirigeants qui les assument. Et puis après, on se structure autour de cette éventualité répétition des urgences pour créer le cadre de ne pas vivre dans le stress au travail. Et donc là, je suis en train d'éduquer Anne-Sophie à sortir de son rôle de punchline perpétuel pour justement dire détends-toi, de toute façon, on aura déjà trop de travail en septembre. Et vous utilisez Dinedoc au quotidien? Alors nous, on est effectivement sur Dinedoc, ça, obligatoirement. Et après, en termes pour les utilisateurs, il y a un bénéfice, c'est qu'on peut se déconnecter, on peut vérifier que les gens se connectent ou pas, donc on peut dire non mais pas besoin de travailler le soir, on n'a pas besoin de consulter ses mails pour vérifier s'il n'y a pas une nouvelle version. Enfin, il y a un bénéfice presque de l'environnement de travail lié au fait d'avoir mis en place une plateforme Dinedoc. Donc la RSE, après on travaille avec le PLI, on fait de l'insertion, enfin il y a des actions avec Caponor Entreprendre, avec des gains sans stage, mais ça c'est plus le rôle sociétal de l'entreprise. Mais au niveau de notre mission, de notre raison d'être, on veut être une boîte bienveillante pour nos clients et pour nos équipes. Et voilà, et on a largement dépassé le temps imparti, non? C'est bon? Ok. On est à Marseille, en face du stade. Donc si vous venez un jour de match, il n'y a pas de place. Sinon, il y en a. Et franchement, venez, si vous voulez rencontrer l'équipe, voir comment ça se fait un logiciel, parce que moi j'ai la chance donc, de pouvoir faire un logiciel au fur et à mesure que j'en ai besoin, mais ça peut se voir si vous venez même, si un jour on fait un module pour vous. J'étais chez des amis il n'y a pas longtemps, le gamin il s'interroge sur l'informatique, viens passer 3 jours au bureau, c'est ouvert, on a le droit, ça s'appelle de l'immersion, et le minot il voit si ça lui plaît. Parce que l'informatique, il y a les racines et il y a les feuilles. Nous, on est sur le chantier, on est dans les feuilles. L'information, c'est la racine. Et donc, venir voir comment ça se passe, c'est intéressant. Et donc, vous pouvez venir, vous pouvez envoyer les gens qui vous pensez que ça peut intéresser. C'est toujours un plaisir. Et ça fait aussi avancer la relation entre l'équipe et les utilisateurs et le monde en fait, qui nous entoure. Voilà, en quelques mots, la présentation de Dinedoc.